Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Cette émission tente tous les jours d'allier la ruse à la colère en compagnie de Geneviève Méric, Pauline Darvey, Géraldine Mosna-Savoie et Tristan Grenassia. Elle tente de reproduire le chant des sirènes grâce à Midia Portis-Guérin cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui à la prise de son Clément Daté. À 10h50, heure des mortels, il sera temps de retrouver François Nudelman pour son journal de la philosophie. L'invité de François aujourd'hui sera Toby Nathan, qui viendra vous parler de son livre « Psychothérapie démocratique », paru aux éditions Odile Jacob. Les dieux sont des moments de l'homme. Toute poussière retombée, tout mort brûlé, l'idée que le héros est Dieu fait un étrange chemin. La forme humaine est comme refermée sur ce grand secret. Les dieux sont partout. Un jeune homme inconnu qui montre le chemin, c'est Mercure peut-être. Comme Ulysse qui est caché sous les haillons d'un mendiant, il se peut bien qu'un dieu porte la besace et quête de porte en porte. Ce prodigieux avertissement, qui n'est que sage, est le plus beau fruit de la beauté héroïque. Car le héros revient toujours à l'ordinaire. Il mange, il boit, il dort. C'est mon frère l'homme. Et Ulysse, enseveli et dormant sous les feuilles, comme le feu des pasteurs, n'en est pas moins Ulysse. Par quelle heureuse magie les mythes, en nous ouvrant à un monde qui semble hors du temps, sont-ils le meilleur détour pour réfléchir sur l'homme ? Comment parviennent-ils à conjurer l'histoire, les décalages géographiques, la distance qui sépare Olympe de la vallée, pour nous glisser à l'oreille que les dieux sont des jaloux, qu'ils envient aux hommes leur mortalité, et que donc, de ce fait, la meilleure part de l'homme, ce qui constitue sa chance et la clé de son bonheur, c'est sa finitude. Demain, Luc Brisson viendra nous parler de la mythologie platonicienne pour nous rappeler en quel sens les mythes peuvent venir au secours de la raison. Mardi, William Marx se demandera si la tragédie est tragique et si du tragique est le propre de la tragédie. Ce sera mercredi plutôt. Et jeudi, c'est Julia Sissa qui viendra nous conter la vie ordinaire des dieux. Autant d'invités que le hors-série du Point consacré à la Grèce et ses mythes vous propose de lire cet été, en juillet et en août. Et aujourd'hui, première destination maritime, Homère, c'est-à-dire Troie, puis Ithaque, la colère et la ruse, Achille et Ulysse, l'Iliade et l'Odyssée. Avec pour guide, en haut du mât et la lance à la main, Pierre Judet de Lacombe, directeur d'études à l'EHESS. Chante, déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée, détestable colère qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture à Hadès tant d'âmes fières de héros, tandis que de ce héros même, elle faisait la proie des chiens et de tous les oiseaux du ciel. Pour l'achèvement du dessein de Zeus, part du jour où une querelle tout d'abord divisa le fils d'Atrée, protecteur de son peuple, et le divin Achille. Sac à vin, œil de chien et cœur de cerf, jamais tu n'as eu le courage de t'armer pour la guerre avec tes gens, ni de partir pour un aguet avec l'élite achéenne. Tout cela te semble la mort. Certes, il est plus avantageux, sans s'éloigner du vaste camp des Achéens, d'arracher les présents qu'il a reçus à quiconque te parle en face. Ah, le beau roi, dévoreur de son peuple! Il faut qu'il commande à des gens de rien, sans quoi, fils d'Atrée, tu aurais aujourd'hui lancé ton dernier outrage. Eh bien, je te le déclare, et j'en jure un grand serment. Ce bâton m'en soit témoin.
qui jamais plus ne poussera ni de feuilles ni de rameaux, et maintenant qu'il a quitté l'arbre où il fut coupé dans la montagne, jamais plus ne refleurira. Le bronze en a rasé le feuillage et l'écorce, et le voici maintenant entre les mains des fils des Achéens qui rendent la justice et au nom de Zeus maintiennent le droit. Ce sera là pour toi le plus sûr des serments. Un jour viendra où tous les fils des Achéens sentiront en eux le regret d'Achille. De ce moment-là, malgré ton déplaisir, tu ne pourras plus leur être en rien utile, quand par centaines ils tomberont mourants sous les coups d'Hector meurtrier. Alors, au fond de toi, tu te déchireras le cœur, dans ton dépit d'avoir refusé tout égard au plus brave des Achéens. Bonjour Pierre-Judet de Lacombe. Bonjour. Bienvenue sur Le Nouveau Chemin. C'est donc avec vous que nous allons commencer cette semaine consacrée aux mythes et aux dieux, des mythes et des dieux. Donc on vient d'entendre la colère d'Achille qui ouvre l'Iliade, donc le premier tome, la l'Iliade, puis ensuite l'Odyssée. Il est intéressant de voir qu'un texte aussi fécond, aussi stimulant pour la pensée que l'Iliade commence avec l'expression de ce sentiment qui finalement n'est pas autant utilisé que ça en littérature, qu'est la colère. Oui, d'autant que cette colère d'Achille, là, dont on voit le début, bien que ce ne soit pas encore totalement la grande colère. Non, il est en train de s'échauffer, voilà. Là, oui. C'est donc Homère lui donne un nom bizarre, Ménis, donc c'est même racine que manie, esprit aussi, tout ça. Donc mais normalement ça vaut pour la colère des dieux. Or il se trouve que là, dans cette circonstance-là, dont on va parler, donc Achille est mis dans une colère inhumaine. Et comme c'était dit dans le poème, dans le tout début du texte que vous avez lu, donc cette colère va détruire non pas les Troyens, comme devrait faire Achille, qui est le meilleur des Achéens, mais les Achéens eux-mêmes. Donc c'est une colère d'aliénation totale, c'est-à-dire que Achille n'est plus lui-même, il va arrêter de combattre, il est dépossédé, il est comme fou par cette colère, bon, à cause de l'affront qu'il a subi de la part d'Agamemnon, et il va travailler de cette manière à l'inverse de son programme héroïque, puisque donc ce sont les Achéens, les Grecs qui vont mourir, pas les Troyens. Donc c'est vraiment, enfin ça on y reviendra, je crois que c'est le thème qui tient tout le poème, c'est-à-dire c'est un écart, une déviance. Achille n'est plus lui-même et parce que Agamemnon l'a outragé. Alors, voilà, c'est ça, peut-être rappeler pourquoi il est en colère. C'est parce qu'il est en colère contre Agamemnon. Il est en colère, exactement. Donc on est donc après 10 ans de guerre. Bon, les Grecs peinent. Ils font des razzias dans les villes autour et ils ont pris dans une ville, ils ont pris des captifs, donc dont la très belle Chryséis, qui était donc que les Achéens, les Grecs ont donné comme part d'honneur à Agamemnon. Or, au début de l'Iliade, le prêtre Chrysès, qui est un prêtre d'Apollon, vient chercher sa fille et il propose une rançon infinie. Alors, Agamemnon refuse parce que s'il rend cette fille, il sera sans part d'honneur, alors que la règle justement de la justice même et de la politique au sein de cette cité qu'est le camp achéen, c'est que chacun a sa part selon sa dignité. Donc là, il n'aurait rien. Alors les Grecs lui disent, écoute, on va prendre 3, tu auras beaucoup plus. Il refuse et Chrysès, le prêtre, prie Apollon, qui se met en colère et donc envoie la peste contre là c'est la première colère, c'est la première fois qu'on a Ménis. Donc d'abord c'est une colère divine et qu'on envoie la peste contre les Grecs. Les Grecs meurent et Achille convoque l'assemblée. Et là le devin Calchas dit en fait oui, c'est pas parce que nous aurions commis une faute rituelle, mais c'est parce que Agamemnon n'a pas voulu rendre cette fille, qui donc échappe à la règle du partage. Alors Agamemnon accepte de la rendre, mais à condition qu'on lui en donne une autre. Alors c'est là qu'Achille lui dit, arrête, toi tu travailles pas, le travail ergon, enfin l'exploit, le travail c'est moi qui tue les Troyens, qui prend les villes et qui prend des captives, etc. Toi tu ne fais presque rien, donc attends. Et donc Agamemnon lui-même se met en colère, on emploie même le mot Ménis, pour lui c'est la seule fois à ce moment-là. Il dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais prendre Briséis, donc la fille de Brisé, qui est de la même famille que Chryséis, mais qui est ta captive, ta part d'honneur. Et voilà, comme ça, moi, j'ai une rétribution. Et donc, c'est là que, d'abord, Achille veut tuer Agamemnon, mais Athéna le retient parce que Athéna a besoin d'Achille pour que Troie tombe ensuite. Et donc, on a ce dysfonctionnement total de la cité grecque, enfin, qui est le camp des Achéens, et cette mise hors de soi d'Achille, et il va pleurer auprès de sa mère, qui sort des ondes dans un passage magnifique. Sa mère Thétis, qui lui dit, donc, qui accepte d'aller demander à Zeus.
quelque chose d'extraordinaire, une part d'honneur, dont la part dont a été privé Achille, mais qui ne sera pas une captive ni des biens, mais cette part, quelque chose de tout à fait étonnant, c'est le massacre des Achéens. Que Zeus entérine la volonté d'Achille que les Achéens meurent. Voilà, si bien qu'avec ce début et l'explosion de colère d'Achille, on est exactement dans le ton même de ce texte qui montre à la fois des héros combattants, aventuriers qui aspirent, peut-être, là encore, il faudra revenir dessus, à une forme de divinité. En réalité, ils ne veulent pas être des dieux, ils se considèrent comme étant bien plus heureux que des dieux, dans la mesure où eux-mêmes sont mortels, donc le bonheur a un sens pour eux. Mais en même temps, dans toute l'Iliade, sont donnés à voir les sentiments peut-être plus ambivalents de ces personnages-là, déjà des sentiments en tant que tels, mais également les choses plus ordinaires, plus banales. Vous l'avez dit, Achille va se mettre à pleurer également. Ce sont des héros qui ne sont pas du tout des figures abstraites, mais vraiment qui sont incarnés dans leur humanité. Ah non, ce sont justement pas les héros qu'on a reconstruits ensuite comme des espèces de brutes monolithiques et voués à mourir. Ça, non, ils débordent de sentiments, d'affect, ils pleurent beaucoup. Donc ils sont, et on voit dans leur vie intérieure, même décrite de manière extrêmement concrète. Ça contre une idée qui dirait que l'épopée, ce ne sont que des actions. Non, l'épopée commence par un affect, par une passion, à savoir la colère. C'est le premier mot du poème, et on peut montrer qu'il tient absolument toute l'Iliade, quoi. Et alors c'est vrai, et les dieux aussi. Et ça qui est intéressant, c'est que les dieux peuvent pleurer. Quand par exemple Zeus doit accepter que son fils Sarpédon, qui fait partie d'un peuple extraordinaire, les Lyciens, dont le nom veut dire les loups, la lumière aussi, mais qui voit mourir Sarpédon, donc il est du côté des Troyens, et donc il va être tué par Patrocle, et Zeus essaie de s'y opposer, et Héra, qui elle, pour les Grecs, lui rappelle que le destin de ce Sarpédon est de mourir, et donc Zeus se laisse faire et lance une pluie de larmes qui sont des gouttes de sang. Donc les dieux sont affectés de sentiments, ils sont mesquins, etc. Et ça, c'est parce que ces dieux grecs, c'est pas du tout comme le dieu des religions monothéistes, ce sont des dieux qui sont dans le monde, ils n'ont pas fait le monde. Ce sont des dieux qui se sont partagés le monde selon un certain ordre, après des luttes, après des violences, et donc ils doivent régir ce monde. Les dieux, c'est le monde, en tant qu'il est régulier. Et ce monde, c'est un monde fait de désastres, de cycles, de colère. Et les dieux, alors c'est ça, et ça le poète Hölderlin l'avait très bien vu, les dieux, dans leur immortalité figée, parce que s'ils se mettaient en colère les uns contre les autres de manière vraiment radicale, le monde éclaterait. Les dieux ont besoin des hommes. Les dieux ont besoin de cette finitude, alors qui n'est peut-être pas heureuse, parce que les hommes ne peuvent pas connaître le bonheur, sauf dans la gloire, mais c'est un bonheur un peu symbolique. Donc les dieux qui sont arrêtés dans le temps, donc puisqu'ils tiennent l'Olympe, et l'Olympe ne doit surtout pas éclater, même si dans l'Iliade, les dieux vont à un moment lutter les uns contre les autres, les dieux ont besoin des hommes parce que ce sont les hommes qui font l'histoire. Les hommes sont dans le temps, dans le devenir. Et ils ont le choix, effectivement, comme Achille, une vie longue, c'est ce qui sera celle d'Ulysse. Donc finalement, comme un roi qui va finir un roi paisible, comme roi paisible à Ithaque, mais après beaucoup d'aventures, de mésaventures, et alors que Achille, c'est la vie qui tend vers un terme qu'est la gloire. La mort comme condition de la gloire. C'est pas du tout la belle mort, ça, je pense on y reviendra. C'est vraiment la gloire. Or là, il se met dans une situation où il ne peut même pas avoir de gloire, puisqu'il ne va pas tuer. Puisque pour un grec, il s'agit de tuer d'abord. Donc il laisse tuer les Achéens. Jusqu'au moment où on y reviendra, où Patrocle, son ami, meurt dans ses propres armes. Alors là, il y a un renversement, donc comme c'est l'ami le plus... Ce n'est pas son amant dans Homère, comme il est ailleurs, mais c'est l'ami le plus cher, et là, il voit sa propre mort, et là, il va quitter cette colère qui va devenir une rage contre celui qui a tué Patrocle, à savoir le Troyen Hector. L'Iliade, c'est le poème d'Achille. C'est le poème du héros guerrier qui a une ardeur, une vie de courage beaucoup plus intense, beaucoup plus forte, incomparable par rapport aux autres. C'est le héros modèle. Et par conséquent, ce que lui a choisi, ça nous est dit, c'est ce que les Grecs appelaient la vie brève. C'est-à-dire, il peut soit passer une vie comme tout le monde, avec ses enfants, sa femme, ses vieux parents, et mourir dans son lit, au terme de son âge, tranquille, avec des bonheurs et des malheurs quotidiens. Il peut avoir tout ça qui est très bien, et après rien, il n'y a plus d'Achille, c'est fini, il disparaît. Les hommes, on les appelle mortels, les mortels,
Ils vivent, ils sont un peu comme les plantes. Il y a des feuilles, au printemps, elles viennent, elles s'épanouissent. Et puis arrive l'automne, les orages, elles disparaissent toutes. Et elles se mêlent, indistinctes, et pour les hommes, sans nom, sans visage, oubliés à jamais, dans le néant, dans la nuit de la mort. Et si on ne veut pas ça, alors il faut choisir la vie brève. Un noir nuage de douleur aussitôt enveloppe Achille. À deux mains, il prend la cendre du foyer, la répand sur sa tête, en souille son gentil visage. Sur sa tunique de nectar maintenant s'étale une cendre noire, et le voici lui-même, son long corps allongé dans la poussière. De ses propres mains il souille, il arrache sa chevelure. Les captives, butin d'Achille et de Patrocle, le cœur affligé, poussent de grands cris et sortent en courant, entourés le vacillant Achille. Toutes de leurs mains se frappent la poitrine, aucune qui ne sente ses genoux rompus. Antiloque de son côté se lamente et verse des larmes. Il tient les mains d'Achille dont le noble cœur terriblement gémit. Il craint qu'il ne se tranche la gorge avec le fer. Mais Achille a poussé une plainte terrible, et sa mère Auguste l'entend du fond des abîmes marins, où elle reste assise auprès de son vieux père. Pierre Judet de Lacombe, vous l'avez dit juste avant qu'on entende un extrait de Jean-Pierre Vernant, un extrait de Utopie et Carnaval, cours de Collège de France qui date du 14 janvier 2007. La colère qui est celle d'Achille, à laquelle lui-même est en proie, se retourne contre lui, puisque c'est parce qu'il est en colère qu'il ne peut plus agir et donc poursuivre son but premier, qui est l'honneur et la gloire. On a donc ici la colère, au tout début de ce texte, est ironique. Et c'est le philosophe Peter Sloterdijk lui-même qui montre que la colère au sein de l'Odyssée, la colère épique, elle serait plus de l'ordre d'une énergie primaire, comme une tempête qui se déchaînerait dans la mer, que le lieu de l'expression subjective d'un ressentiment. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Oui, c'est-à-dire que, effectivement, ce programme héroïque dont parle Jean-Pierre Vernant, c'est-à-dire le choix de la vie brève, ne marche pas. C'est ça, Achille était le meilleur des Achéens parce qu'il avait fait ce choix. Mais avec ce qu'un lui impose Agamemnon, et ce qu'impose Apollon, c'est-à-dire qu'à un moment, un dieu vient dire votre système là de partage, d'égalité, d'inégalité, mais reconnu avec des normes, etc., ça ne marche pas si je décide que cette femme n'est pas une captive. Ne peut pas, on ne peut pas l'échanger. Elle m'appartient à moi. Et donc là, vous avez tout un système social qui s'effondre. Et on voit bien dans le texte qui a été lu, Achille parlait au nom d'un sceptre, présenté comme un sceptre du droit. Donc c'était la décision droite, montrant qu'Agamemnon, en lui prenant sa captive à lui, avait pris la décision tordue, non droite. Et donc tout le système grec s'effondre. Et Achille, c'est une autre crise, c'est cette crise intérieure, effectivement, c'est un débordement, mais qui est comme une tempête, c'est-à-dire que ce qu'il doit être, à savoir un massacreur, en fait, ça va se renverser, puisque ce sont son propre camp qui doit en pâtir, jusqu'à ce qu'il y ait un moment réflexif. Alors là, et la colère comme mise hors de soi, comme moment bachique, on peut dire, permet cela, c'est que la colère va aller tellement loin qu'il envoie Patrocle à sa place, se bat dans ses propres armes. Patrocle est tué par celui qui va le tuer, à savoir par Hector. Et là, on a des scènes extraordinaires où c'est la propre mort d'Achille qui est chantée. J'ai lu un extrait d'ailleurs, du chant 18, justement. En fait, c'est ça, c'est vraiment la mort d'Achille. Achille pleure sa propre mort. Donc c'est l'opération réflexive par excellence. Il est face à lui tué sous la forme de son ami. Et là, il y a un revirement. Il va devenir non pas l'Achille du début, ni l'Achille de la colère, mais l'Achille qui
prend une forme extraordinaire, puisqu'il faudra qu'un fleuve énorme l'arrête. Zeus va dire aux dieux, je vous permets de vous battre entre vous, parce que sinon, Achille est tellement puissant qu'il va prendre Troie avant terme. Donc c'est une guerre des dieux. Alors là, c'est vraiment ironique. Donc c'est comme si on rejoue tous les grands mythes. Homère s'amuse, tous les grands mythes eschatologiques, etc., pour simplement contenir la force d'Achille, qui n'est plus en colère, mais qui enrage. Ce qui est tout à fait différent. Là, il est le héros tueur, quoi. Et ce qui va être jusqu'à la mort d'Hector. Et là, il faudra bien que quelque chose ait lieu. Et c'est le dernier chant absolument extraordinaire où Priam vient chercher le corps d'Hector. Et là, on a un moment hors récit. C'est complètement utopique de voir le roi de Troie chez Achille, et un moment de la pitié. Là, le terme pitié, Éléos, revient tout le temps. Donc ça, mais c'est vraiment à part. Donc cette colère, elle est effectivement, alors on peut pas dire que ce soit une colère, dire que c'est une colère subjective, parce que quand on dit ça, on a en tête, qu'il y a l'épopée d'abord, ensuite il y a la lyrique avec les sentiments, puis après viendrait le drame, qui en serait comme la synthèse. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que d'abord la poésie lyrique existait bien avant Homère. Homère en parle d'abord lui-même. Et les sentiments sont présents, sont cassés, sont violents, et simplement ce que fait l'épopée et ce que ne font pas les autres genres, c'est de mettre en rapport ces sentiments avec la structure du monde, la structure des dieux et la structure sociale. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'interroger la façon dont les mythes et la mythologie nous permettent expriment la pensée en tant que telle, et donc y compris les sentiments. Alors voilà, c'est que l'Iliade et l'Odyssée, ces deux seuls grands poèmes monumentaux. Alors à côté, il y avait Hésiode qui fait tout à fait autre chose. Ça, peut-être on pourra sur les dieux, lui, c'est un autre point de vue complètement différent. C'est l'Iliade, l'Odyssée, ce sont des épopées qui montrent un monde fini, l'âge des héros. Nous ne sommes plus des héros, et dans l'Iliade, on voit tout le temps Hector a pris cette pierre pour l'envoyer sur un tel, alors qu'il faudrait 4 hommes de maintenant. Voilà, nous ne sommes plus des héros. Il n'y a plus les dieux ne procréent plus. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, ça ne peut plus être un dieu. Donc ça, c'est fini. Ça, c'est à l'époque pour Ulysse et Achille, oui, mais c'est fini. Donc nous sommes coupés, et le seul rapport au dieu, c'est le culte, les sacrifices ou l'épopée, éventuellement. Mais c'est un poème. Ces poèmes se veulent totalisants, véritablement. C'est pour ça que ces poèmes extraordinairement raffinés, réflexifs, complexes, mais avec une idée quand même, c'est de se dire, on prend quelque chose, un segment d'histoire, la colère d'Achille, c'est-à-dire le non-sens absolu, avec le massacre des Achéens. On pose au début que c'est la volonté de Zeus, là, dans le poème que vous avez lu. Zeus veut ça, mais comment est-ce possible que Zeus, qui est le dieu de l'ordre, et qui veut la prise de Troie, puisque Troie est coupable avec le rapt d'Hélène. Mais Zeus veut ce désordre absolu. Mais comment est-ce possible ? Et donc là, on a vraiment une question de sens, et à partir de ce non-sens posé donc à travers la querelle d'Achille, la colère d'Achille, la querelle avec Agamemnon, on peut réexaminer tout. C'est pour ça que c'est un poème très long, et je pense qu'il s'est fait progressivement, mais toujours dans l'idée de répondre à cette question, dans quel monde sommes-nous ? Mais ça, à travers un monde contrefactuel, on peut dire, ce modèle qui est le monde des héros, avec la guerre de Troie, comme guerre totale, et ça nous permet d'interroger tout ce qu'on fait. Les rituels, même la poésie, le droit, là on a vu avec le sceptre, toutes les dimensions de l'existence sont interrogées, situées dans ce cadre paradoxal du non-sens. Voir, mais en quoi ça peut faire sens. Et c'est vraiment la vie humaine, du coup, qui est au centre du texte lui-même, puisque vous parlez de la volonté de Zeus qui va être contrecarrée. Et c'est vrai que dans le texte, on a à la fois l'expression de la volonté de Zeus, qui n'aboutit pas forcément à des conséquences, également, et qui vient parfois s'opposer au destin de l'homme, et aussi à la volonté, là pour le coup, délibérante de l'homme. Les personnages au sein de l'Iliade décident et choisissent, ils hésitent. On n'est pas ici dans un déterminisme absolu. Non, il n'y a pas cette idée qu'on a cru souvent que ils étaient, comme on dit, hétéronomes, à savoir... Non, même quand Achille, à un moment, veut tuer Agamemnon, là, dans cette scène que vous avez présentée, et Athéna le tire en arrière, ce n'est pas que ce soit la raison qui viendrait... se battre sous une forme extérieure d'un dieu, se battre contre l'affect. Non, c'est vraiment Athéna qui, elle, veut surtout que Agamemnon ne meure pas parce qu'elle en a besoin pour la prise de Troie. Non, ils hésitent, ils décident de manière parfaitement cohérente et rationnelle, sauf qu'évidemment, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils décident parce que l'histoire est tenue par les dieux. Et les dieux sont paradoxaux. Zeus veut la ruine de Troie parce qu'il veut... C'est une cité qu'il faut châtier. Il veut aussi la fin de la race des héros qui pourra passer à nous, l'âge de fer, nous... qui est beaucoup moins brillante que celle des héros, mais il veut donner raison à Achille et le massacre des Achéens. Donc là, c'est le paradoxe. Et donc, en fait, c'est parce que par là, toute la réalité du monde des dieux et du monde des hommes peut être véritablement exposée. C'est ça. Et il choisit Apollon.
qui est leur Apollon, c'est intéressant, et ça c'est Philippe Rousseau, un grand homérisant qui l'a vu, c'est le dieu de la crise. Il est du côté des Troyens, mais c'est le dieu avec ses flèches, le dieu pointu, acéré, qui fait que les choses changent. C'est toujours lui qui intervient quand l'histoire de l'Iliade doit changer de cours. Donc il représente la volonté de Zeus, mais en tant que critique, que saillante, que douloureuse, quoi. Donc il sert à ça. Alors Zeus s'y retrouve, mais il peut lui-même, il s'oppose au destin. Alors là, et les Grecs se demandaient, mais est-ce Moira, le destin? Est-ce que c'est une puissance plus forte que Zeus? Ça, il y avait un vrai débat de fond, et ils avaient des réponses diverses. Et pour Homère lui-même, c'était un problème. Et il semble plutôt que le destin, ce soit les décisions que Zeus ait prises lui-même dans le passé qui lui reviennent, à la figure, si on peut dire. Et là, il doit accepter la mort d'Hector, qui est l'homme le plus pieux, dans une ville qui est comment dire, coupable. Ce qui va bien, parce que Troie, c'est la ville de la richesse, c'est la ville d'Aphrodite, c'est la ville des troupeaux, c'est la ville de l'or, etc. Donc ils font des grands sacrifices à Zeus. Mais en même temps, ils transgressent. On va chercher Hélène, donc dans le pays où les femmes sont belles, en Grèce. Et donc c'est une ville de l'excès. Donc comme il y a une crise grecque, le camp grec ne marche pas, parce que le modèle du partage ne marche pas. Il suffit qu'un dieu dise « cette femme n'appartient pas à la règle du partage, elle m'appartient », et tout s'effondre. Et le modèle de Troie, c'est au contraire un modèle naturel, avec 50 enfants pour Priam et Cube. Donc c'est une autre cité. C'est une cité naturaliste, diraient les théoriciens du droit, alors que les Grecs, c'est plutôt une cité contractualiste. Et donc les deux modèles s'effondrent. Donc on a une vraie réflexion à partir de cette histoire sur qu'est-ce que le lien social, qu'est-ce qu'une cité. Et ça, ce sont des questions d'actualité pour l'époque où ça. Oui, vous avez employé le terme de crise, ce qui montre bien que la façon dont la crise elle-même est décrite au sein de l'Iliade peut avoir des échos aujourd'hui. Oui. En tout cas, à partir de ce sentiment de la colère qui donc filtre et domine tout le texte de l'Iliade, de colère qu'on retrouve également donc dans la crise qui a lieu entre Sparte et Troie, entre les personnages, y compris même entre Agamemnon et Achille, on l'a vu, de la colère, de cette crise propre à l'Iliade, va rester peu de choses dans l'Odyssée, où là, ce sera le personnage d'Ulysse, qui lui n'est plus du côté de la colère, mais de la ruse, qui va être au centre des aventures, et dont le but, lui, va, après avoir donc combattu à Troie pendant 10 ans, essayer de rentrer chez lui à Ithaque. Il va faire preuve, mettre en œuvre tous les stratagèmes dont il est capable pour essayer de rentrer. Et là, on n'est plus du tout dans l'espèce d'explosion de colère et de manifestation de la crise, mais au contraire dans la volonté d'un retour qui sera nécessairement décevant, et la mise en œuvre d'une autre partie de l'homme, qui n'est plus la colère, la démesure, mais bien la ruse. Oui, alors c'est autre chose aussi, on peut dire, on passe de la ménis, de la colère, à la métis, c'est-à-dire pas vraiment c'est la pensée, disons, habile, hein, qui sait réaliser ses buts. Et c'est vrai parce que, donc, même si l'Iliade et l'Odyssée sont quasi contemporaines, certainement, ça s'est élaboré ensemble, il peut y avoir peut-être que l'Iliade a commencé un peu avant son élaboration. Mais l'Odyssée, c'est quoi? C'est l'homme, donc, alors cette fois, c'est le grand vainqueur des Troyens, c'est Ulysse, et non pas Achille. Donc l'homme qui a fait l'acte le plus extraordinaire qu'un homme puisse faire, c'est-à-dire prendre Troie, avec l'aide des dieux, donc, et sa ruse. Bon, et Dieu sait, ça c'est chanté même dans l'Odyssée, alors que, évidemment, la prise de Troie n'est pas dans l'Iliade. Et il doit rentrer. Alors c'est intéressant, le premier épisode, donc il s'attaque à un peuple qui d'ailleurs était dans l'Iliade, c'était des alliés des Troyens. Il gagne une journée, donc c'est pas 10 ans. Et ensuite ils font surprendre la nuit par les Kykones, les Cyclones, qui sont allés voir des gens un peu à l'intérieur du pays et qui massacrent une partie des marins d'Ulysse. Ça c'est très ironique, c'est-à-dire le grand vainqueur de Troie se fait surprendre en une nuit. Et ensuite, il s'échappe, il s'en va, et là, il plonge dans un monde complètement halluciné, si on peut dire, irréel. Donc, il est complètement vain d'essayer de se situer dans l'univers, et où il passe par des lieux tout à fait bizarres avant d'arriver à Ithaque. Et à Ithaque, c'est vrai que, et là, c'est la moitié du poème, le retour d'Ulysse à Ithaque, il doit, à partir de ce qu'il est comme héros violent, parce que les Grecs, c'est une culture, civilisation de la violence, quand même. À partir de ce qu'il a été comme massacreur, comme vainqueur de Troie, il doit retrouver son pouvoir dans une île, Ithaque, où l'histoire a eu cours. C'est-à-dire qu'une autre génération est en train de prendre le pouvoir.
les prétendants, donc qui dévorent ses biens et qui veulent la main de Pénélope, ce n'est pas sa génération, c'est la génération de Télémaque, c'est la génération d'après. Donc il est dans un monde qui n'est plus le sien, c'est-à-dire ce n'est pas un retour au même. Alors c'est très intéressant dans l'Odyssée, on voit des mondes comme ça dans la télémachie, quand le fils Télémaque va prendre des nouvelles d'Ulysse, il va chez Ménélas par exemple, chez Nestor, qui ne sont pas des îles d'ailleurs, c'est la Grèce continentale. Là c'est un monde figé. On ressasse la victoire sur Troie, le bonheur ancien, etc. Et rien ne s'est passé. Ithaque, c'est un lieu de l'histoire. Que faire vis-à-vis d'une génération nouvelle qui n'a pas connu donc la guerre de Troie, qui n'a connu que par les